Bienvenue dans le podcast de Beebonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Beebonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau l'avocat de Beebonds, Benoît Ferron, mais cette fois-ci, on va quitter la finance pour parler de photographie. En effet, Benoît, vous êtes aussi photographe et on dit de vous que vous êtes un voyageur du monde, passionné par la beauté brute de notre planète et par la diversité de ses peuples. Vous parcourez de nombreux pays et plus particulièrement ceux du continent africain, et si vous êtes fasciné par la lumière et la nature, vous êtes surtout attentif à la diversité et à la beauté de ces peuples. Au compteur, on dénombre près de 20 années passées à voyager aux quatre coins de la planète, plus précisément dans 39 pays, et tout cela représente plus ou moins 600 000 photos. Les chiffres sont plus ou moins bons ou pas? Ah oui, je connais pas vos sources, mais bon, c'est pas mal. Oui, c'est une bonne fourchette. C'est vrai que tous ces moments-là sont consacrés pour aller chercher des choses précises en photo, absolument. Alors justement, cette passion pour la photographie, comment est-ce que cela a commencé ? C'est mon grand-père qui m'a offert un appareil photo à mes 6 ans, et c'est marrant parce que ça fait quand même pas mal d'années, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai déballé ce paquet, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'offre ça, j'ai été très surpris, et à la fois très content. Il m'a expliqué un peu toutes les bases, parce qu'à l'époque, on se contentait pas de pousser sur le bouton, on n'avait pas de programme automatique, c'était encore de l'argentique avec un film, avec une mise au point à faire, il n'y avait pas d'autofocus. Et donc, à 6 ans, il m'a appris un peu toutes les bases, et j'ai trouvé ça passionnant, et donc, en école primaire, je faisais les reportages des voyages scolaires et puis en humanité. Et puis voilà, j'ai donc toujours aimé ça. Puis j'en ai fait beaucoup. Et puis bon, il y a quand même un moment entre 25 et 40 ans où on se consacre à fond à sa profession. On veut devenir associé dans un grand bureau. Enfin bon, tout ça demande quand même des jours et des nuits de travail. Et puis à 40 ans, j'ai reçu un livre exceptionnel sur l'Afrique, qui s'appelait Mon rêve d'Afrique, et j'ai ouvert ce livre, c'était peut-être une erreur, mais bon, je l'ai ouvert, et 3 semaines après, j'étais dans le Serengeti pour photographier les naissances des félins dans le Serengeti, et ça, c'était vraiment un flash. Voilà. Très bien, alors récemment, vous avez publié un livre qui rassemble vos souvenirs photographiques de voyage. Je crois même que le point de départ de ce livre, c'est le confinement, voire même le reconfinement, où vous décidez de vous lancer dans une série sur Facebook pour faire voyager les gens virtuellement à travers le monde, dans tous vos univers. Racontez-nous. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai une page Facebook, une page Insta où je publie régulièrement des photos. Et pendant le premier confinement, quand cette pandémie nous est tombée dessus, il faisait extrêmement beau. Et donc, en fin de journée, je prenais mon vélo, j'allais le long du canal de Bruxelles. Il y avait des lumières assez extraordinaires. Et donc, je faisais des photos à Molenbeek et de lumière dingue, quoi. Et je postais ça en disant, oui, voilà, il faut pas se laisser aller. La couleur est là, le beau temps est là. On va y arriver dans cette période vraiment très bizarre. Et j'ai reçu plusieurs messages qui m'ont touché en me disant, ah, ça fait tellement de bien, merci, grâce à vous, etc. On tient le coup. Et donc, j'étais assez touché par ça. Et quand le gouvernement, après la situation s'est améliorée, et puis au mois de novembre, octobre-novembre, ça tourne de nouveau mal, et le 2 novembre, le gouvernement annonce reconfinement. Et là, j'ai pensé à ces messages, je me suis dit, moi, je vais essayer d'apporter quelque chose aux gens, et je vais les faire voyager aussi longtemps qu'on peut pas voyager. Et donc, le 2 novembre, j'ai posté un message en disant, voilà, je commence aujourd'hui une série que je vais appeler Traveling in Confinement, jour 1, et je vais vous poster des images sur un thème, sur un lieu, sur un sujet, sur une peuplade, sur un animal, tous les jours, aussi longtemps qu'on ne peut pas voyager. Bon. Le problème, c'est que je pensais que ça durerait 30 jours, ça en a duré 165, donc c'était quand même un travail gigantesque. Mais voilà, j'ai tenu mon engagement et j'ai publié des choses tous les jours. Et j'ai commencé à écrire des textes assez importants parce que les gens, au bout de quelques jours, me disaient « Ah, c'est intéressant », ils me posaient des questions sur les photos, donc j'ai commencé à raconter des anecdotes, à contextualiser, à prendre mes carnets de voyage, à compléter par des infos que je trouvais sur Internet. Donc c'est un boulot qui me prenait toutes mes soirées, entre 1 et 4 heures par jour. Et l'œuvre est devenue vraiment importante parce qu'il a vraiment fallu puiser dans mes réserves, parce qu'au bout de 30 jours, au bout de 40 jours, c'est plus quoi poster, quoi. Donc vous retournez dans vos disques durs, 5, 10, 15, parfois 20 ans en arrière. Et donc j'ai réécrit et j'ai rassemblé toute ma vie parallèle de photographe. Pour la petite histoire, la plus ancienne photo du livre, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais ado, à un concert de Queens à Forêt Nationale. J'avais fait des dias et que j'avais imprimé dans un album, et donc j'ai scanné un portrait de Freddie Mercury
que j'ai donc pris il y a 43 ans, en 1979, à Forêt Nationale. Et donc voilà, donc j'ai rassemblé tous ces textes. J'avais 200 pages de texte in fine, et puis j'ai reçu à peu près tous les 3 jours un message disant « Vous devez absolument faire un livre de cette série, ça ne doit pas rester sur Facebook, il faut en faire quelque chose. » On arrive au mois d'avril, jour 165, c'est terminé, et puis j'ai eu des contacts avec une éditrice, Liliane Knops, de la très belle maison d'édition Prisme Édition, qui fait des très très beaux livres, qui m'a dit ok, voilà, on fait le pari et on y va. Et puis j'ai trouvé aussi quelqu'un en la personne de Robert Lévy, Trust Merchant Bank au Congo, qui est un Belge qui est banquier au Congo, qui a dit moi le projet m'intéresse et je vais vous aider à le financer. Et donc on a sorti ce bouquin qui fait près de 400 pages, qui est basé sur le même modèle que la série Facebook, donc jour 1, jour 2, jour 3, et qui raconte des anecdotes dans le monde entier. Si vous aviez 2 ou 3 anecdotes à nous partager, justement, ce seraient lesquelles? Alors, il y a quelque chose que je peux dire, c'est que moi, j'ai toujours été intéressé par la diversité. Et quand j'étais étudiant, quand je voyageais, j'allais essayer de voir des gens qui vivaient autrement que nous. Quand j'ai commencé à me remettre vraiment à la photo, à côté de mon métier, donc 40 ans et plus, j'ai été fasciné par les tribus africaines de l'Afrique de l'Est. Donc, il y a les Maasai, mais que tout le monde connaît, mais j'ai été voir derrière et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tribus différentes. Donc j'ai parcouru ces terrains-là. Chaque année, je partais pour voir 2 ou 3 tribus différentes. Et puis j'ai continué ça. J'ai voulu aller voir après des manifestations, des pèlerinages, des fêtes. J'ai quelques souvenirs extraordinaires de ce moment-là, comme par exemple un truc qui est vraiment marquant, c'est la Kumbh Mela. C'est le plus grand pèlerinage au monde qui se passe en Inde. C'est le plus grand pèlerinage hindou, mais aussi au monde, parce qu'il y a 120 millions de pèlerins sur 48 jours. Et là, je me suis retrouvé pris dans la foule, oui, dans l'excitation, avec de l'eau jusqu'à la taille, dans le Gange, à photographier à 6h30 du matin les premiers Naga-sadhus venant faire leur bain sacré, donc en pleine Kumbh Mela. Donc c'est des Naga-sadhus, c'est des sadhus qui vivent nus, recouverts de cendres blanches, avec des cheveux très longs, et donc ils sont venus faire leurs ablutions. Et moi j'étais au bord, là, c'était pas évident de se trouver au bon endroit, mais parce qu'il y avait 30 millions de personnes ce jour-là. Ça c'est un exemple parmi des dizaines. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous organisez, préparez vos voyages? Vous travaillez avec des fixeurs? Vous avez des équipes? Vous voyagez seul? Mais comme j'ai un métier qui est assez prenant, donc je peux pas me dire je pars au petit bonheur la chance, je vais arriver sur place et puis on verra comment je fais dans 3, 4, 5 jours. Donc mes voyages sont assez organisés. Parfois je pars un temps assez court, parfois un peu plus long. Mais donc oui, j'essaie toujours de trouver quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît des guides, qui connaît les endroits, pour que ça soit efficace dès le départ, quoi. Tout à fait. Donc j'ai un chauffeur, j'ai un guide, je sais où je vais. Après, je sais pas ce que je vais rencontrer, parce que voilà, il n'y a pas de programme. C'est pas comme si vous avez un match de foot de la Champions League, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Parfois, vous tombez sur des fêtes, vous tombez sur des mariages, vous tombez sur des événements imprévisibles, ou parfois vous tombez sur rien du tout. Mais en tout cas, c'est organisé dans le but de trouver le plus facilement possible, tout à fait. Avec des gens qui connaissent, et qui connaissent des gens sur place, qui peuvent vous introduire. Au niveau de la sécurité aussi, c'est important, parce que si vous débarquez tout seul dans certains endroits, vous n'allez pas pouvoir vraiment faire de photos, et vous serez peut-être un peu en danger, tandis que si vous allez avec quelqu'un qui connaît, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Mais justement, j'allais vous poser la question des risques. Est-ce que vous prenez des risques? Alors, c'est ce qu'on appelle des risques vraiment mesurés. Donc, je fais pas n'importe quoi, parce que mon but est toujours de rentrer. Mais j'en ai pris quelques fois sans m'en rendre compte. J'ai quand même été braqué une fois par 3 gardes dans une plantation de café en Éthiopie, et les gars avaient des yeux très rouges, bien imbibés, et ils me braquaient avec des kalachnikovs. Donc c'est une scène qui a duré 20 minutes, c'était un peu chaud, mais c'est la seule fois où j'ai vraiment eu l'impression d'être en danger. Bon, après, lors d'un voyage récent, j'ai ramené la malaria et j'ai passé 8 jours à l'hôpital à Anvers. Donc c'est pas des voyages aseptisés, quoi. Donc voilà. Comment est-ce que vous combinez le droit, votre profession d'avocat, et cette passion? C'est une bonne question. C'est y a au moins 2 choses à dire. La première, c'est que bon, d'abord, je suis la plupart du temps ici à Bruxelles, donc ça c'est une chose. Et quand je voyage, je suis toujours connecté. Donc c'est toujours mon ordinateur. On trouve du réseau à peu près partout aujourd'hui, même dans des endroits où on n'en trouvait pas il y a 10 ans. Donc je travaille à distance énormément. J'ai une équipe de collaborateurs qui travaillent très très bien, avec qui on est dans une véritable complicité, et on a l'habitude de travailler ensemble. Je suis tout le temps disponible, je finalise les documents à distance. Si j'ai une question, ils m'appellent. Même, ça m'est arrivé d'être en safari devant une famille de guépards, et voilà,
dans ce moment-là, s'il m'appelle parce que c'est urgent, je prends le téléphone, je m'occupe pas des guépards, quoi. Donc j'ai fait des conf calls parfois 2-3 heures avec des clients. J'étais au milieu de l'Inde, ils le savaient pas. Donc les moyens techniques aujourd'hui facilitent énormément le mouvement. Et puis on a connu ça avec le Covid, le télétravail. On a travaillé de la maison, donc c'est un peu la même chose quand on déplace sa maison. Donc ça, c'est important. Une autre réflexion à faire, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté qu'auparavant. Moi, il y a 20 ans, il y a 15-20 ans, quand j'ai commencé à voyager un peu plus pour faire la photo, je sais que j'ai perdu un client très important qui ne concevait pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Après, j'ai aussi eu des clients qui sont venus pour ça parce que j'avais l'esprit ouvert. C'est très différent aujourd'hui. Tous mes clients, même si je leur parle pas de photo, ils savent que je fais de la photo puisqu'ils m'en parlent. Même les gens que je connais pas, ils m'en parlent. Mais c'est tout à fait accepté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours être disponible. Il faut pas qu'à un moment le client il en souffre. Or, il en souffre pas parce qu'il est toujours livré à temps avec le travail nécessaire derrière. Donc c'est une vie. C'est une vie très très exigeante et très fatigante, parce que c'est pas 100%, c'est beaucoup plus que ça. Et mais c'est passionnant aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Et donc cet appareil photo, il a été offert par le même grand-père avocat ? Oui, le grand-père dont j'ai parlé dans la première série, qui m'a donné un peu envie de devenir avocat, avec sa belle photo qui trônait dans son bureau, dans son salon en toge, en robe d'avocat. Il était bâtonnier au barreau de Charleroi, mon grand-père. Et oui, c'est lui qui m'a offert cet appareil photo quand j'avais 6 ans. Donc c'est peut-être là le lien entre l'avocature et la photographie alors. Mais je savais pas encore. Tiens, là vous venez de me révéler quelque chose. Alors vous avez publié des livres, vous travaillez également avec des galeries. Comment est-ce que ça se passe ? Écoutez, moi, comme c'est pas mon activité première, je suis pas très proactif. J'ai pas le temps, de toute façon, je suis toujours occupé à 200%. Donc en fait, quand j'expose, c'est un peu parce qu'on vient vers moi, parce que voilà, je rencontre quelqu'un. Donc je fais pas un travail vraiment de recherche. C'est un peu des expos qui se présentent parce qu'elles se présentent. Mais bon, ça commence à se présenter beaucoup. J'ai pas mal d'expos à venir. Ce que j'adore dans une expo, c'est que c'est un partage, parce que on va vers les gens viennent vers vous et on partage quelque chose. Et ça, c'est passionnant. Alors, il y a des expos où vous vendez beaucoup de photos, c'est super. Il y a des photos des expos où vous vendez pas, mais vous avez partagé beaucoup de choses. Et ça, c'est assez passionnant parce que pour moi, la photo, c'est un vecteur de communication. Et je dois dire que c'est tellement plus facile de communiquer avec parfois même des inconnus à partir du moment où il y a cette photo qui vous relie, que c'est génial, quoi. Et j'ai comme ça fait des rencontres incroyables. Encore récemment, là, j'ai une expo en cours. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, qui ont des vies passionnantes, et c'est très riche. Et elle est où cette expo ? Elle est à la A-Galerie, qui se situe rue du Page, numéro 25. C'est au bout de la place du Châtelain. Est-ce que vous avez une bucket list, Benoît ? Je pense que celui qui a pas de bucket list, il a une vie assez morne. Donc, je pense que voilà. Moi, dans la photo, j'ai beaucoup de thèmes qui m'intéressent. J'ai 3-4 thèmes principaux qui m'intéressent. Il y en a un que je trouve passionnant, mais qui se raréfie, c'est la peau comme vecteur artistique. Et donc, je rêve d'aller photographier partout dans le monde les peuples et les gens qui utilisent cette peau comme vecteur artistique. Alors aujourd'hui, chez nous, on a le tatouage qui est arrivé en masse sur les 10-15 dernières années, mais il y a des tas de pratiques dans le monde, dans des peuples beaucoup plus lointains, qui, elles, commencent à disparaître. Ça fait maintenant 10 ans que je vais chercher des scarifications dans des peuplades au Sud-Soudan, du body painting, des choses comme ça. Mais il en reste quelques manifestations de ce genre que je veux absolument aller photographier. Et je vais pas toutes vous les dire, mais j'en ai des très intéressantes parce que je rêverais de pouvoir faire une exposition sur la peau dans le monde. Ça, c'est un de mes rêves. Et le prochain voyage, c'est où ? C'est un voyage à la fois repos, vacances et un peu quand même découverte. Je pars au Sénégal. Je vais aller faire de la photo en ULM pour aller photographier la côte sénégalaise entre Saly et la Casamance. Comment est-ce qu'on fait pour photographier des gens sans être voyeur ? Mais pour moi, ce qui est super important, c'est qu'il y a un contact, qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et ton modèle. Parce que sinon, la photo, elle parle pas, la personne n'exprime rien. Donc pour moi, il y a ce qu'on appelle ce fameux eye contact, qui est vraiment important. Donc, je photographie pas les gens qui ont pas envie d'être photographiés, d'abord. Et je photographie pas les gens tu sens que ça les dérange, ou bien ils disent oui, mais bon. Donc je ne montre que les photos
où il y a eu cette fameuse complicité à un moment. La règle, c'est ça, il faut une confiance entre les deux. Après, il y a aussi ce que tu peux croiser dans la rue, ce que tu peux voir. Il faut reconnaître un truc, c'est que quand on est pris dans un événement, comme un pèlerinage, comme un rassemblement, ça devient un peu addictif. Et moi, j'ai photographié comme ça des papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui étaient à l'étage d'une maison des esprits et ils venaient d'être scarifiés la veille. Ils étaient recouverts d'une espèce de terre pour soigner les cicatrices. Ils allaient passer 40 jours là. Et c'est vrai que c'est super excitant parce que tu te dis, je suis en train de vivre un truc de dingue ici et voilà, t'es super heureux quoi. Mais ils étaient consentants bien sûr. Hein. Et puis c'est vrai que j'ai laissé traîner mon ordi dans une espèce de guest house le lendemain avec l'écran ouvert et en fait c'est un événement très secret et je m'en rendais pas compte et il y a un gars de l'hôtel, un papou qui est passé et qui a vu les photos, qui a été choqué et là mon guide m'a dit, tu sais Benoît, c'est pas des photos qu'il faut montrer comme ça parce que voilà, ça reste très secret, etc. Et là je me suis rendu compte que voilà, il fallait alors donc ce qui veut dire qu'il y a des photos qu'on fait vraiment en confiance, il y en a et puis il y a des photos qu'on montre et des photos qu'on fait, il y a une différence. Il y a une interview extrêmement intéressante de Patrick Chauvel la semaine dernière dans le journal Le Quotidien. Patrick Chauvel, c'est Philippe Chauvel, pardon, qui est un grand photographe de guerre français, qui était rentré d'Ukraine la veille. Et il a interviewé pendant 20 minutes et on lui pose exactement cette question. Et il dit voilà, il y a des photos que je fais, que je montre. Et puis il y a des photos que je fais, que je montre pas, mais qui vont servir au TPI, qui sont là pour la mémoire. Et, mais il expliquait aussi qu'une fois qu'il est dans la scène, il y va, quoi. Voilà, mais après il fait le tri. Je vous recommande cette interview, je l'ai mis sur mon site Facebook, c'est exceptionnel. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a une carrière professionnelle très prenante et qui a une passion ? Mais je pense que, pour moi, ce qui est important, c'est de rester équilibré. Une carrière professionnelle très prenante, c'est bien, mais à un moment, on n'a plus de recul, on a le nez dans le guidon et on va tout droit à la dépression ou au burn-out. On doit rester ouvert. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, si on veut rester quelqu'un équilibré, il faut laisser parler ses passions et il faut que son esprit soit alimenté par autre chose. Donc pour moi, c'est très important d'avoir un équilibre entre les deux. C'est fondamental si on veut avoir un peu d'amour pour l'humain, pour la vie en général. Donc moi, je lui dirais, n'enferme pas tes passions. Par contre, ce qu'on croise régulièrement, c'est des gens qui veulent tout lâcher pour leur passion. Et bon là, faut faire attention, quoi. Je veux dire, c'est pas si évident. Et en matière de photo, c'est le nombre de jeunes que je croise qui veulent devenir photographes. Il y a plus que ça, quoi. Mais bon, ça paye pas. Hein. Les prix ont chuté, en tout cas pour tout ce qui est reportage, etc. Il y a des banques d'images avec des millions d'images. Donc les gars, restez les pieds sur terre, quoi. Un métier, c'est important. Eh bien, merci Benoît. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Ça passe vite. Ça passe vite. Oui. Merci d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bebuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bebuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bebuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.